Monsieur le maire, monsieur le président, chers collègues, mesdames et messieurs, l'IAE de Poitiers organise depuis la rentrée 2017 ces 13 heures sous l'impulsion de notre collègue Stéphane Mottet. Ces manifestations en format court sont l'occasion de présenter un débat sur une question de société. Cet événement montre que nos enseignants, chercheurs ne sont pas seulement des dispensateurs de savoir ou des penseurs abstraits, mais qu'ils portent un regard éclairé sur l'économie et la société aux échelles locales, nationales et internationales. Merci, monsieur le maire, de nous faire l'honneur de participer à l'un de ces débats. Merci, chers collègues, de lui donner la réplique sur un sujet qui nous importe, le territoire. À l'heure où la reconfiguration des régions et des administrations remet en cause le modèle de développement de nos départements et de nos anciennes métropoles, à l'heure où la proposition d'un projet de territoire sous-titré « Audace et bienveillance » pour le Grand Poitiers est proposée, il nous semblait important de débattre avec vous des décisions stratégiques et gestionnaires qui président à ce projet. Nous voici donc partis pour 45 minutes de débat et d'échange avec le public. Au préalable, je donne 1 minute de temps de parole à notre président d'université, Yves Jean, pour nous dire un mot de bienvenue. Le temps étant compté, je te donne la parole. Merci infiniment, Yves. Merci. Merci Jérôme, monsieur le président de Grand Poitiers, cher Alain, chers collègues. Merci à tous et à toutes d'être présents. Cet amphi est comble. Je reconnais bien l'aspect provocateur des collègues de l'IAE. Peut-on vendre le territoire, toi et Stéphane aussi. Cette question du territoire, elle concerne aussi les présidents d'université, puisqu'en fait, en 2 mots, on est face à 2 logiques et à 2 choix. Une logique qui est une logique nationale, impulsée par les différents gouvernements, qui est une logique qui consiste à mettre l'accent sur l'excellence des laboratoires, dans le cadre de programmes d'investissement d'avenir qui consomment des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Une logique qui entraîne beaucoup de concurrence entre les laboratoires, mais aussi au sein des laboratoires et au sein des universités. Et puis une logique de coopération, qui est celle que l'on impulse avec mon équipe, qui est une logique de coopération au sein de chaque université, entre les laboratoires, entre les collègues, pour développer des démarches plus pluridisciplinaires, pour répondre aux enjeux de société d'aujourd'hui. Une logique de coopération, quand on est à Poitiers, avec les grands organismes que sont l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, que sont le CNED, que sont le réseau Canopé, mais aussi avec nos collègues du CREPS. On a signé une convention avec Patrick à l'automne dernier, Université CREPS, des logiques de coopération avec Limoges, avec l'ISAE ANSMA, voilà, pour conforter les forces des uns et des autres. Et puis, cette lecture n'est pas une lecture binaire, parce que dans la pratique, on privilégie la logique de coopération, parce que je pense que c'est celle-ci qui est la plus solide en termes de trajectoire d'une université, et non pas une logique de concurrence. Et dans le même temps, on essaie de capter des financements nationaux dans le cadre de l'excellence, et on a capté quelques financements internationaux qui sont intéressants. Donc on est au cœur aussi de cette question, peut-on vendre le territoire, concurrence ou coopération? Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'écouterai le président de Grand Poitiers sur ce sujet. Et merci à Olivier et Stéphane pour l'animation qui va être la leur. 1 minute, monsieur le directeur. 1 minute 12, parce que j'ai regardé. Merci infiniment, Yves. Merci beaucoup. Bonjour. Ah bon, on peut s'asseoir. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. L'amphi est plein. Merci aux collègues et merci aux étudiants de nous consacrer 45 minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le président Yves Jean en a parlé un petit peu. C'est vrai qu'on voit fleurir beaucoup de classements en ce moment. On classe les universités, on classe les écoles, on classe les villes. Au mois d'octobre, en général, c'est un marronnier. On a des classements des villes où il fait bon vivre, où il fait bon étudier, où il fait bon travailler, les villes les plus attractives. Classement d'ailleurs, j'en ai regardé quelques-uns ce matin, qui sont parfois contradictoires, et la méthodologie n'est pas toujours d'une grande, clarté. Donc, message pour les étudiants, si vous faites ça, faites-le mieux. Mais je crois que, un peu pour rebondir sur ce que tu disais, Yves, finalement, ces classements, ils existent. Ils existent et on les critique quand on est mal classé, on s'en réjouit quand on est bien classé, mais c'est vrai qu'ils introduisent implicitement une logique de concurrence. Parce que si on veut gagner des places, il faut que quelqu'un en perde. Donc il y a derrière un petit peu ce message qu'il y aurait concurrence entre nos territoires. Alors est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Les évolutions en plus législatives, la loi NOTRe,
les bouleversements qu'on a connus au niveau, par exemple, de notre région, la région Nouvelle-Aquitaine, ont peut-être aussi eu un effet un peu pervers, puisqu'il y a ce discours un peu dominant, peut-être un peu moins maintenant, mais où on a un espèce de focus sur les grandes métropoles, et on a pu entendre parfois par le passé, même encore maintenant, qu'en dehors des grandes métropoles, point de salut, quoi. On a entendu un peu le même discours sur les universités, il fallait être gros, sinon on était mis un petit peu à l'écart, et ça a été rappelé il y a quelques minutes. Alors, dans ce cadre-là, quelle est la place pour les villes moyennes? Et j'insiste, pour moi, ville moyenne, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, je pense que les villes moyennes, elles ont une place extrêmement importante à tenir dans nos territoires. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, le titre, c'est vrai, il est un peu provoquant, mais c'était fait exprès. Mais on s'est dit, ce serait bien de pouvoir, dans l'esprit des 13 heures, inviter des praticiens, des gens qui, justement, se posent cette question au quotidien, et puis discuter avec des universitaires. Et je remercie vivement le maire de Poitiers, président de Grand Poitiers, Alain Claes, d'avoir accepté cette invitation dans un format un peu particulier. Et j'espère qu'il y aura aussi des questions que ça peut intéresser ici les gens en tant qu'universitaires, en tant aussi qu'habitants, finalement, de résidents dans ces territoires. Comment est-ce que ce territoire est amené à évoluer et comment cette dynamique territoriale peut peut-être évoluer aussi et comment nous, on a notre place dans ce territoire. Et puis pour débattre avec Alain Claes, j'ai demandé à Jérôme Éric, évidemment, directeur de l'IAE, d'être parmi nous, et à Olivier Coussy, que certains d'entre nous connaissent, qui est maître de conficie en management territorial, et pour la petite histoire, qui soutient sa thèse dans 2 jours. Ça lui permettra de s'entraîner. Voilà. Je passe la parole tout de suite à Monsieur Claes. 5 à 7 minutes maximum pour respecter un peu le délai et qu'on puisse après échanger avec la salle. Vous m'arrêtez au bout de 7 minutes. Si vous voulez, je coupe le micro. Alors, je voudrais dire aux étudiants de l'IAE, institution que je respecte beaucoup, je voudrais saluer le directeur, saluer le président de l'université, vous dire que tout n'est pas à vendre. Le bien public, ça existe. Le bien commun, ça existe. Et un territoire fait partie du bien public de notre pays. Je crois qu'il faut qu'on se mette cela dans la tête pour bien comprendre l'enjeu que nous, responsables publics, avons à relever. S'il était à vendre, on n'aurait pas besoin d'élus ou besoin de stratégie. Ma conviction, moi, elle est faite. Tout le monde s'est interrogé lorsqu'il y a eu la Nouvelle-Aquitaine. Mais la Nouvelle-Aquitaine, en termes de marché, n'a rien changé. Moi, j'ai une conviction. C'est que notre pays, la France, ne peut pas se construire durablement à un moment où on parle de transition énergétique, de révolution numérique, autour de Paris et 4 métropoles. Ça serait un gâchis de notre territoire et ça poserait pour nos concitoyens des problématiques insurmontables. C'est pour cette raison que je pense qu'une ville moyenne, une agglomération moyenne de 200 000 habitants, a une stratégie propre d'aménagement du territoire à mener. Elle a déjà une stratégie interne. Grand Poitiers ne vient pas de nulle part. Il fait partie d'un département, avec d'autres communes moyennes. Il fait partie d'une région. Grand Poitiers, c'est l'urbain et du rural. Autant d'atouts pour nous par rapport à l'attente de nos concitoyens, à l'attente des entrepreneurs et pour l'emploi. Prenez Bordeaux aujourd'hui. Je suis un de ceux qui pensent qu'Alain Juppé a fait du très bon travail à Bordeaux, a transformé sa ville. Mais on voit bien les choses aujourd'hui telles qu'elles se passent à Bordeaux. En termes de mobilité, en termes de logement, en termes, j'allais dire, de bien vivre, il y a des enjeux considérables car il y a un risque d'asphyxie. Il faut en tenir compte. Poitiers, sur ce territoire français, a une localisation. Nous faisons partie des 15 villes qui sont à moins d'1h30 de Paris, 1 heure de Bordeaux. Si on regarde le prix du marché, nous sommes
dans des situations où le logement, l'accession à la propriété est accessible si on le compare à Bordeaux, à Montparnasse ou à Bordeaux. Donc ce sont des données objectives. Mais pour qu'une ville moyenne comme la nôtre vive sur son territoire et enrichit le territoire, car l'enjeu pour notre pays aujourd'hui, et une des explications de la crise est peut-être là, c'est de s'appuyer sur ces territoires et les enrichir, ces territoires, pas les appauvrir. Si on les appauvrit juste pour développer quelques métropoles et pour être comparatif à d'autres modèles que je connais mal. Vous savez, les villes les plus innovantes aujourd'hui dans le monde ne sont pas forcément les villes où la population est la plus grande. Donc, on a une position géographique. Elle est ce qu'elle est, je considère qu'elle est bonne. Mais à partir de là, il faut faire, j'ai utilisé un gros mot à l'IAE, de la planification. Pas de la planification soviétique, mais voir quels sont nos atouts. Autant je ne crois pas aux big métropoles, mais autant je crois aux fonctions métropolitaines. Quand un investisseur vient me voir, il ne vient pas me voir pour discuter du prix du mètre carré, il connaît. Il vient me voir pour l'environnement. Et cet environnement, bien souvent, c'est notre bien public. Vous ne pouvez pas savoir comme la présence d'un CHU sur notre territoire est un élément d'attractivité considérable. Vous ne pouvez pas savoir qu'avoir l'IAE, plus généralement l'université, c'est un enjeu considérable. C'est pour cette raison que j'ai souhaité, avec le directeur du CHU, avec le président de l'université et toutes ses composantes, de faire pour le CHU un livre blanc en disant voilà nos forces et nos faiblesses. Où devons-nous travailler pour améliorer l'excellence? Quelle coopération devons-nous mener pour renforcer tel ou tel service? Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, même chose. Nous avons fait un schéma d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Non pas pour nous faire plaisir, non pas pour inventer à la place des universitaires ce qui était créé, mais simplement pour mettre à plat, là encore, ce que pouvaient être nos priorités. Donc voilà, pour que dans un territoire, la création d'emplois, la création d'activités puisse se développer, il faut 3 choses. De l'audace, c'est-à-dire essayer de chercher les secteurs porteurs, de la bienveillance. J'ai utilisé ce terme volontairement. Vous savez, toujours si on regarde cette crise qui se passe aujourd'hui devant nous et qui date de loin, le sentiment d'appartenance, il faut le prendre de façon positive, pas de façon de repli sur soi, est essentiel. Et un sentiment d'appartenance, ça se conjugue par le cadre de vie, le cadre éducatif, sportif, culturel que nous avons, et je crois que c'est essentiel. Et troisième chose, on n'est pas une citadelle assiégée. On appartient à un département, on appartient à une région. Il faut trouver des collaborations. Je vous prends un exemple concret. Sur la technopole de Poitiers, j'ai saisi Jean-Pierre Abelin, le président de l'agglomération de Châtellerault, pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est la moindre des choses. Il a un bassin d'emploi, un bassin industriel important. De même avec la région, de même avec les autres intercommunalités. Prochainement, je vais aller voir mon collègue Rodolphe Guyonneau, Vouillers, Neuville, pour travailler ensemble. Donc voilà ma conception, et je crois que c'est une conception, au véritable sens du terme, moderne d'avoir. Il ne faut pas simplifier les choses, il ne faut pas vouloir aujourd'hui réduire notre pays à je ne sais quel pôle, 3 ou 4 pôles, et Paris.
C'est ça le travail. Alors, certains m'ont dit, oui, mais ça va être terrible, on va perdre des emplois publics avec la Nouvelle-Aquitaine. On a perdu un certain nombre d'emplois publics, peu en fait, on en a perdu. Il y a des structures sur lesquelles on ne cédera pas. Sur la cour d'appel, la justice, je n'ai pas cédé. Et dans quelques semaines, on va inaugurer le nouveau palais de justice. Sur le rectorat, à juste titre, le président de l'université l'a évoqué l'autre jour à ses voeux, c'est un sujet central. Le rectorat, c'est la proximité. Et je pense que sur le secteur éducatif, c'est la proximité qui compte. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Puis réfléchissons sur les deux enjeux quand même de tous nos territoires, transition énergétique et numérique. Je crois que ce sont les territoires qui feront gagner notre pays sur ces deux enjeux. Et ces deux enjeux supposent des territoires équilibrés. Vous pouvez mener une politique de mobilité efficace si le territoire est à dimension. De même, sur le numérique, prenons le télétravail, prenons un certain nombre de choses, je pense que sur des territoires de notre dimension, on a un atout considérable. Voilà. Donc la question était bien, hein, et je souhaite que là-haut, nos dirigeants ne fassent pas, ils raisonnent trop, comme on disait dans le temps, en macroéconomie. Je crois que ce qui va revenir à la mode aujourd'hui, et il y avait de beaux modèles, je me souviens, de microéconomie, c'est la microéconomie. Hein, c'est-à-dire voir aujourd'hui, à partir de notre concitoyen, ses intentions et ses comportements, qui ne sont pas forcément des comportements toujours quantifiables. C'est pour ça que les économistes se trompent souvent. Et je pense que c'est un enjeu pour notre pays considérable. La transversalité passe par les territoires. Et dans une société aussi complexe que la nôtre, aussi délicate que la nôtre, croire à la verticalité et à la macroéconomie, c'est faire une grave erreur. Et je suis sûr qu'on enseigne ça à l'IE. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Parfait en termes de timing. En tant qu'économiste, bon, non, mais je sais qu'à l'Université de Poitiers en particulier, on a beaucoup de chercheurs ici, à l'IAE et à la faculté d'économie, qui justement contestent un peu ce modèle que vous avez décrit, où il y a de la place pour en gros 8 métropoles, 10 grosses universités, big is beautiful. Ça, c'est un modèle, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le défendre, je pense, à l'Université de Poitiers, et heureusement. Et le deuxième point sur lequel vous avez insisté, je pense qu'Olivier et Jérôme reviendront là-dessus, c'est effectivement sortir un peu d'une dynamique de concurrence qui serait, surtout dans des territoires comme les nôtres, probablement à somme négative, et essayer de coopérer et d'aller un peu contre cette logique de il faut la performative, quoi, qui peut être un peu nuisible. Oui. Faut pas être démago. La concurrence, elle existe, y compris sur des biens publics. Moi, je vous prends un exemple. Le CHU. Par exemple, greffe cardiaque, où nos concitoyens ira chercher l'équipe la plus performante qui a fait le plus grand nombre de greffes. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Mais inversement, le CHU n'a pas vocation à effacer tout. Et moi, je suis fier de présider un conseil de surveillance du CHU qui a permis de garder Montmorillon, Lusignan et Châtellerault, pour que, sur les bassins de santé, nos concitoyens de Montmorillon, Lusignan et Châtellerault aient une offre de soins. Donc voilà, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Nos concitoyens iront choisir, si c'est un problème osseux ou autre, choisir le lieu où la pratique la plus grande se fait. Mais nous, on le voit bien pour les IAE. Il y a concurrence, entre guillemets, dans les classements de master, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un développement depuis quelques années du réseau IAE France. Donc il y a un vrai travail sur l'image des IAE, et je crois que c'est le bon équilibre, il est à trouver ici. Sur la question de l'attractivité, je crois que l'Olivier a préparé 2 ou 3 choses un peu provocantes.
Et Non, donc, non, pas. je lui laisse la parole tout de suite. Je resterai avec audace et bienveillance. Je vais essayer de m'appliquer le slogan du projet de territoire de Poitiers. En fait, moi, je suis parti de mes vieux souvenirs. J'ai fait un bac scientifique, donc on a eu peu de philo. Mais mon prof de philo, quand on est arrivé en terminale, premier cours, c'était le samedi matin à 8h, juste avant la séance de sport. Vous pouvez imaginer l'état d'esprit dans lequel on pouvait être. Il disait, quand on a une question peut-on, il y a une seule manière d'y répondre, c'est est-on capable, est-il permis ? Alors, est-il permis ? Là, c'est les juristes qui peuvent répondre. Il n'y en a pas dans la salle, je crois. Donc, on va prendre pour hypothèse de départ, excuse-moi Muriel, on va prendre pour hypothèse de départ il est permis de vendre le territoire. Maintenant, est-on capable ? Est-on capable ? Peut-être, et dans ces conditions, il faut un outil pour être capable de le faire. Et là, c'est le marketing territorial. Ah, le sacré marketing territorial. D'ailleurs, très peu usité par les gens du marketing en sciences de gestion. C'est souvent pas des gens du marketing qui font du marketing territorial. Et qu'est-ce que c'est, en fin de compte, le marketing territorial ? En fin de compte, c'est des stratégies, des actions, Alain Claes l'a souligné, qui permettent d'arriver à remplir des objectifs. Et puis, il y a un avatar qui vient de sortir. Le dernier avatar du marketing territorial, c'est la marque. La marque territoriale. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est censé rassembler ce qui était part, la marque territoriale, et puis c'est censé donner une identité. Est-ce qu'on pense pouvoir être visible quand on voit qu'en France, la carte de France des marques territoriales se résume à ça ? Ça, elle est actualisée à janvier 2019. Alors, pour l'instant, évidemment, Poitiers n'a pas communiqué sur sa marque territoriale, donc elle n'apparaît pas. Malgré tout, il y a le pays loup du nez, le pays du futuroscope. Il n'y a pas Châtellerault, mais je crois qu'ils ont aussi une marque. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais pourquoi on fait une marque ? On nous dit c'est pour mobiliser, c'est pour permettre de chasser en meute, de mutualiser, de partager des idées, des projets. Oui, mais alors, pourquoi des projets ? Parce qu'on veut valoriser des arguments réfléchis, on veut que tout ça soit en lien avec ce qui est réellement le territoire. Oui, mais pourquoi ? C'est quoi un territoire au bout du compte ? Un territoire, on nous dit qu'il faut le différencier. Effectivement, Alain Claes le soulignait, il y a une concurrence. Sur l'hôpital, moi je pense qu'on confond la concurrence de soins avec le nomadisme médical qui est un autre problème et spécifiquement français. On n'a pas ce problème-là dans d'autres pays en Europe. Si compétition il y a, pourquoi il y a cette compétition ? Parce qu'on veut une notoriété de la compétition. Alors la compétition, la notoriété, ça passe par la marque. Oui, mais là, il y a des marques qui disparaissent. Vous voyez, c'est Marc Thébault, un communicant public assez connu, qui a identifié ces 3 marques qui ont disparu. Et puis, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux investir dans une stratégie de marque ou alors avoir une phrase dans un bouquin de Houellebecq ? Oui. Alors, je vous rassure, Niort n'a pas... tout le monde croit que c'est Niort qui aurait fait cette campagne de publicité. Non, c'est une marque de vêtements bien connue, Dédé du Poitou, qui a détourné, en fin de compte, la phrase de Houellebecq et qui a dit on pourrait faire de l'anti-marketing territorial. Et c'est vrai que cette phrase, elle a déclenché plein de choses. Un article dans Le Monde, 2 reportages de 2 minutes dans France 2. Alors que si Niort se caractérise par quelque chose, c'est bien que c'est la 2e place financière de France. Avant d'être la ville la plus laide, selon un des personnages de Houellebecq. Donc, vous voyez que tout ça est assez compliqué et nous démontre une certaine relativité des choses, en fait. Et puis derrière, mais on veut être attractif, pourquoi ? Pour se repérer. Mais pourquoi on veut se repérer ? Pour être plus riche ? Mais pour attirer, mais en fait, c'est quoi attirer ? C'est qui ? Des touristes, des investisseurs ? Mais derrière, on a des choses qui sont un petit peu... On a des effets négatifs. Regardez sur les tourismes, les choses qu'on a avec Amsterdam, Venise, Barcelone, où on a un rejet du tourisme. On parle aujourd'hui de contingenter le nombre de tourisme dans ces villes. Et puis, Alain Claes en parlait, Bordeaux. Tu parlais d'asphyxie. On a même eu un rejet, puisque l'année dernière, il y a 6-7 mois, on a eu un rejet avec Parisiens dehors de Bordeaux. C'est-à-dire que cette ville, la grande métropole, à 800 000 habitants, Porto Alegre, c'est 2,5 millions d'habitants et c'est une autre mesure, quoi. Donc cette grande métropole néo-aquitaine, elle a rejeté en fin de compte les gens qui arrivaient de Paris et qui venaient nourrir en fin de compte sa richesse. Donc on voit que c'est très complexe et effectivement, quelque part, la marque territoriale, le marketing territorial, en fin de compte, moi je pense, et c'est une des convictions qu'on peut avoir ici, c'est que ça doit d'abord servir les habitants du territoire. Et faire en sorte que la qualité de vie des habitants du territoire soit au bout du compte améliorée parce que l'on aura mis en mouvement un processus
qui permet aux gens de s'approprier un ensemble de valeurs collectives dans un objet, le territoire, qui est extrêmement difficile à définir. Définir un territoire, ça peut se définir géographiquement, économiquement, culturellement, socialement, historiquement, et on n'est même pas sûr d'avoir toutes les définitions. Il y a le territoire vécu, le territoire ressenti, il y a le territoire rêvé, le territoire fantasmé. Tout ça fait qu'en fin de compte, on a des attributs de ce territoire qui sont extrêmement compliqués. Et alors après, est-on capable, c'est se dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont démontré qu'une opération de marketing territorial, ça avait de l'effet ? Et là, il y a un auteur que j'aime particulièrement, qui est Renaud Vunier, qu'on va faire venir dans un cadre d'un séminaire du CEREJ, qui est chercheur à l'école des hautes administrations publiques de l'Université de Lausanne, qui, lui, dans sa thèse, nous dit qu'il n'y a aucun effet démontré du marketing territorial dans les publications scientifiques, parce que, au bout du compte, on fait plutôt appel à la rhétorique des consultants. On met plutôt en avant, dans des notions de benchmark, de bonnes pratiques, en fin de compte, des effets de mimétisme, et qu'au bout du compte, on n'est pas capable de quantifier les effets du marketing territorial. Et c'est un peu le paradoxe qu'il souligne Renaud Vunier, c'est qu'on est assez, dans l'ensemble, détaché de l'ancrage sociologique, de l'aspect situé qu'on peut avoir dans les opérations de territoire. Et c'est ce qui en fait la difficulté. Alors après, on pourrait dire que le marketing territorial, il prend en otage le territoire. Il prend en otage ce qui est cet objet qui, en fin de compte, n'est pas si facile que ça à définir, et qu'on essaye d'y caler des valeurs du privé sur des choses qui sont de l'ordre du bien public, des biens communs, et où les notions de performance, de rentabilité sont des valeurs libérales, mais dont on aurait plutôt du mal à démontrer qu'elles soient réellement applicables à un objet comme celui-là. Alors derrière, on a... on l'a démontré un petit peu avec Jérôme Méric dans un papier sur la fusion des régions, des phénomènes de mimétisme qui apparaissent. Et aujourd'hui, on a eu à une époque, la croissance verte en était un exemple, mais c'était ce qu'on appelait le greenwashing. On éclairait tout à l'aune de ce qui pourrait être vert et écologique. Aujourd'hui, on a le local washing. Et c'est, comment s'appelle-t-elle, Solange Hernandez de l'IMPGT à Marseille, qui a écrit beaucoup de choses là-dessus, et je trouve que c'est une approche assez intéressante d'objet critique, en fin de compte, de tout ça. Donc en fait, le danger que j'ai, et je conclurai par ça, c'est que toutes ces opérations de marketing territorial, au bout du compte, se fassent au détriment d'un esprit collectif, alors qu'en fin de compte, je pense un territoire équilibré devrait être la rencontre entre des préconisations nationales et en fin de compte un développement endogène bien pensé qui peut se diffuser dans l'ensemble de la population. Oui, juste un mot. Le maire de Niort a fait une communication extraordinaire. Je trouve qu'il a réagi à Houellebecq. Alors, il faut lire Houellebecq, je ne sais pas si vous l'avez lu. Il n'est pas extraordinaire, ce bouquin. Celui-là, il n'est pas extraordinaire. Mais il faut remettre dans le contexte la phrase sur Niort. Mais je trouve que mon collègue maire de Niort a réagi. Concurrence ou pas concurrence, il faut quand même qu'une ville, je vais vous prendre un exemple concret, s'adapte, j'allais dire, à la demande. Je suis confronté aujourd'hui à des mètres carrés à vendre au Futuroscope, une zone qui fonctionne bien, mais qui aujourd'hui marque un palier pour commercialiser des mètres carrés de Futuroscope. Par contre, sur un cas précis, je peux vous le citer, c'est le Bon Coin, qui voulait s'implanter, avait choisi 6 villes, puis après il en est resté 2. Poitiers et une autre ville. Et c'est l'autre ville qui a gagné. Et pourquoi nous avons perdu ? Car nous n'étions pas en mesure immédiatement d'offrir des mètres carrés à la gare. Je vous prends cet exemple de gare. C'est un bien public, là encore. Aujourd'hui, il y a une mode, et je parle sur le contrôle des entrepreneurs ou des personnes qui connaissent plus particulièrement ce marché, il y a une volonté aujourd'hui très forte pour certaines activités de bureaux liées au numérique, bien souvent, d'être installées au cœur des villes ou à proximité d'une gare. Et là, à Poitiers, il y a, c'est pas de la concurrence, c'est une évolution de la demande auquel il faut répondre. C'est ce que nous allons faire et c'est pour cette raison que nous avons décidé de lancer une grande étude et
des appels à projets sur des mètres carrés que nous maîtrisons à la gare. Car je suis sûr qu'il y a une demande et il faut être capable, grosso modo, avec les investisseurs privés, de sortir dans les 2 ans 4000 mètres carrés de bureaux. On va avoir la forme, mais il y a, et si on ne le faisait pas, on ferait une bêtise. Sur la marque ou l'image, moi j'écoute ça toujours avec une grande attention, je ne comprends pas tout. On a toujours été le carrefour de quelque chose, au centre de quelque chose, on est plus vert que le voisin, etc., etc. Travailler sur Poitiers. On parlera de la marque après qui est en train de se travailler. Mais Poitiers, c'est quoi? L'entrée, y compris les chefs d'entreprise, considèrent que la bonne entrée, c'est l'entrée culturelle. Poitiers bénéficie d'un patrimoine spirituel ou laïque d'une rare beauté extraordinaire. Pourquoi aller chercher ailleurs? Et toute la difficulté, tout le travail que nous avons, et nous y travaillons aujourd'hui, c'est comment mettre en rapport ce patrimoine d'exception avec la création sous toutes ses formes contemporaines. Création artistique, création dans le numérique, etc. C'est l'enjeu du projet du Palais. C'est ça il n'y avait pas à chercher une autre identité à Poitiers ou à Grand Poitiers. Ça permettra aussi au Poitevin de redécouvrir d'une certaine façon la ville. Mais où vous dites une chose importante, tout ça, il faut le faire avant tout pour les Poitevins. Je vous prends un exemple, et j'en resterai là. On implante Forcy Power. Avec le chef d'entreprise, on a consacré, je voudrais remercier les services qui sont là, 3 week-ends pour accueillir des salariés qui travaillaient dans la région parisienne à Poitiers. Alors ça n'a pas été des discours du maire, ça n'a pas été des discours de l'adjoint, ça a été des services, logement, crèche, mobilité, etc. Et leur dire, voilà, même un exemple, je vais vous prendre un exemple. Une jeune maman vient me voir, me dit, monsieur le maire, on est prêt à venir à Poitiers. Mais mon bébé, ma petite fille, est née avec une malformation cardiaque. Elle est suivie à Necker. J'ai été voir le service de Necker. Ils ont répondu, il n'y a pas de problème. Nous sommes en relation avec le CHU, votre fille pourrait être suivie. Tout ça pour vous dire, ils sont venus me demander quoi? Quel était l'environnement de Poitiers et pour savoir dans quelles conditions ils pourraient accepter de passer de la région parisienne à Poitiers. C'est ça le job des élus. Alors, est-ce qu'il y a une concurrence entre territoires par rapport à cette offre? J'appelle pas ça une concurrence, c'est des choix politiques qu'une municipalité, qu'une agglomération réalise pour, j'allais dire, attirer sur son territoire. C'est ce qu'on appelle les politiques publiques. Et je pense que cette concurrence, elle est saine. C'est comme cela, de cette façon-là, que le territoire s'enrichira. Et je pense que si on est capable de le faire, on arrivera à combattre aujourd'hui une des principales revendications de nos concitoyens, la peur du déclassement. Ça peut paraître loin, mais aujourd'hui, profondément, par rapport au lieu où on habite, par rapport aux conditions de travail que nous avons, il y a une peur, une crainte de déclassement. Et donc voilà, ce n'est pas aussi simple de dire il n'y a pas de concurrence, il y a complémentarité. Tout ça, c'est vrai. Mais je pense que par rapport au marché, par rapport aux investisseurs potentiels, il ne faut pas faire de faute sur le choix des biens publics que nous privilégions et des biens propres. Merci. Comme j'aimerais bien qu'il y ait quelques questions, je vais demander à Jérôme peut-être de faire en 2-3 minutes et après on pourra prendre quelques questions de la salle. Petit message pour mes étudiants, on sera probablement en retard pour mon cours. Ouais, c'est pas grave. J'ai bien entendu et c'était évident pour nous que la question de la vente du territoire était une question provocatrice. Mais comme vous venez de le dire, les gens vivent dans la peur du déclassement et le moment où un territoire est en vente, c'est peut-être le moment où le territoire est déclassé, justement.
pensez à ce film de Jean-Pierre Mocky de 1992 qui s'appelle Ville à vendre, et où on se situe dans une ville du nord-est de la France, une ancienne ville de Haut-Fourneau, frappée par un chômage endémique, et où les médecins trouvent une solution qui est de transformer la population de la ville en cobaye pour des laboratoires pharmaceutiques. Pensez à ces villes à vendre, ces villes champignons en Espagne au lendemain de la crise de 2008, qui étaient des déserts et qui se sont vendus pour rien pendant des années, et qui commencent à émerger à nouveau. Pensez à ce qui se passe en Turquie aussi aujourd'hui, hein, avec ces villes dans certaines régions de Turquie qui ont été construites sur un modèle à l'européenne, hein, on dirait des quartiers britanniques, et qui sont des déserts. On peut penser à des choses moins reluisantes et à la vente aussi de zones constructibles par appât du gain, hein, si on se rappelle les attendus d'un procès qui avait eu lieu, procès d'un maire du littoral charentais à la suite de la tempête Xynthia. Hein, voilà, donc il faut se méfier quand même du concept de vente, et nous l'avions bien entendu comme ça, et je suis bien sûr convaincu du fait que nous sommes très loin du déclassement qui peut pousser les gens à faire des choses pareilles. Ensuite, j'ai bien entendu ce que vous disiez, monsieur le maire, au sujet de la planification, de la nécessité d'une planification. Moi, je dirais qu'il y a nécessité d'un volontarisme. Et ce volontarisme, hélas, nous ne l'avons pas vu au moment de la réforme territoriale. Et il se trouve que mon collègue Olivier Coussier et moi-même, nous sommes penchés sur les débats de l'Assemblée nationale et les discours de l'exécutif au moment du lancement de cette réforme territoriale et puis au moment des débats. Et nous avons été frappés par la vacuité des débats. Il n'y avait rien qui correspondait finalement à une volonté, si ce n'est qu'il fallait faire une réforme territoriale. Et donc, quand on est dans ces situations d'incertitude, on ne sait pas dans quelle direction on va, eh bien, on cherche des modèles et on imite. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a imité le privé, pardon. On a imité le privé. On a invoqué les entreprises et les fusions-acquisitions. Donc, c'était la grande mode des fusions-acquisitions et du Big is Beautiful. On a imité aussi les lenders allemands. Alors là, c'était la mantra. Hein. On se référait aux lenders allemands, à cette différence près que dans le modèle français, la tentation de la métropolisation est très grande, quand même. Et la tentation hégémonique pour les métropoles, les métropoles de région qui émergent du processus est assez grande, alors que les lenders sont multipolaires. Et donc, nous avons à défendre ce modèle multipolaire pour que nos villes arrivent à trouver toute leur place dans la région. Donc, il y a des modes de coopération, il y a de la concurrence, certes, mais il y a aussi des modes de coopération à mettre en place. Donc, on parlait de la planification et du volontarisme, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, il se trouve qu'en gestion, nous enseignons aussi un ouvrage d'Henry Mintzberg, qui est professeur à McGill, qui s'appelle en anglais « The Rise and Fall of Strategic Planning », la fin finalement, qui annonce la fin de la planification stratégique. Et dans cet ouvrage, Henry Mintzberg fait apparaître aussi l'idée d'émergence et promeut l'idée d'émergence. Il y a des stratégies qui émergent. Et donc, si on planifie, il faut aussi créer des espaces d'émergence, de coopération. Et de ce point de vue-là, à l'IAE, c'est ce que nous essayons de faire au gré des opportunités qui se présentent. Hein. Je pense notamment à la rencontre avec Patrice Béag du Krebs de Poitiers il y a quelques mois. Et une des premières choses qui est venue au détour des conversations, c'était « Ah ben tiens, vous faites de la formation à distance ?» Oui, nous faisons de la formation à distance. « Oh mais c'est bien ça pour les athlètes de haut niveau, ils peuvent essayer de préparer un diplôme en même temps qu'ils s'entraînent. On va essayer de vendre ça. » Et donc, on a mis en place un encart de communication sur ce sujet-là. Donc l'émergence a aussi sa place. Et si je dois conclure, je dirais que pour faire en sorte d'aider un territoire à développer son attractivité, il faut saisir la singularité de ce territoire et ensuite planifier autour de la singularité de ce territoire et favoriser l'émergence de tout ce qui pourra concourir à cette attractivité. Merci Jean. Moi, tout à fait d'accord sur l'émergence.
on a un exemple, vous parliez du directeur du CREPS. Ici, c'est tout ce qui tourne autour de l'e-éducation, e-sport. Il y a actuellement des synergies qui sont en train de se créer au niveau du CNED, de Canopé, des laboratoires de l'université. Et c'est vrai que, sans reprendre l'expression du ministre qui est, à mon avis, un peu imprudente, Poitiers, capitale de l'éducation, je pense que notre rôle, c'est de faire émerger aujourd'hui ce credo-là. Qui dit organisation, dit aussi émergence des espaces de liberté qui permettent, du fait des caractéristiques du territoire, de faire émerger un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, soit des étudiants, soit de nos collègues? Oui, moi je crois que vous avez eu une très bonne expression tout à l'heure, en disant la planification c'est bien, mais il faut trouver des espaces de liberté. Vous pouvez expliquer aux étudiants ce que vous essayez de fédérer actuellement, parce que ça répond parfaitement aux sujets qui sont... Alors nous, on essaye de regrouper en un lieu neutre, c'est l'objectif même du dispositif CREPS de K24, le monde de l'entreprise, les collectivités, les administrations, le mouvement sportif, et en fait tous les acteurs potentiels d'une dynamique avant, pendant, après les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se dérouleront, pour ceux qui l'ignoreraient, sur le territoire français, notamment à Paris, mais pas que, aussi sur Marseille, aussi sur Bordeaux pour le football par exemple. Et donc l'idée c'était de dire, sortons des sentiers battus, sortons du CREPS pour avoir un autre regard sur notre établissement, en nous appuyant sur le territoire. Et un des objectifs du projet d'établissement, c'est l'axe 4, c'est asseoir notre ancrage territorial et rayonner. Donc si on n'est pas bon chez soi, comment on peut être bon à l'extérieur? En fait, c'est une stratégie qu'on a adoptée dès 2016. Et comme j'aime bien avoir des garde-fous, faire en sorte qu'on n'aille pas dans les chemins de traverse ou dans des errements, j'ai sollicité l'IAE, il y a 1 an à peu près, oui, ça doit être 1 an, pour nous accompagner sur notre méthode de management. Je ne parle pas que de management interne, de management de l'établissement. C'est de management de nos relations hors de l'établissement, le management dans le cadre de nos réseaux, parce qu'on l'a bien vu tout à l'heure, ce n'est pas un réseau, c'est des réseaux qui permettent d'avancer. Voilà un peu la stratégie dans laquelle on est. Et chemin faisant, on a été sollicité par divers organismes, le World Trade Center par exemple. On est le seul CREPS du territoire national à être présent dans un World Trade Center. Donc ça paraît incroyable, parce que comment imaginer il y a 18 mois que je ferais partie du bureau de cette association avec un rayonnement international. En tout cas, c'est en avançant qu'on avance. C'est le message que je voulais délivrer. Churchill disait qu'il n'avance pas recule. Je pense qu'il avait vraiment raison. En tout cas, il est toujours en tête que l'immobilisme n'est jamais bon. Par contre, il faut régulièrement savoir se poser pour savoir où on est, comment on fonctionne, quelles sont les forces en présence, et on a énormément de forces sur notre territoire. Alors là, je parle de Grand Poitiers, du territoire de la Vienne, mais on s'inscrit dans une dynamique régionale avec la région Nouvelle-Aquitaine qui est propriétaire du CREPS. Je parle du patrimoine bâti depuis le 1er janvier 2016. Elle n'est pas propriétaire de nos idées ni de notre fonctionnement, mais du patrimoine bâti. Il faut bien avoir ça en tête. Et on est dans une dynamique nationale. On devrait être labellisé dans 1 an ou 2, centre de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Voilà la stratégie, monsieur le maire. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. On va conclure là-dessus. Vous avez vu que le sujet était très complexe. J'espère que ça vous a donné un peu une porte d'entrée, que vous voyez aussi que s'interroger sur le territoire, c'est pas s'enfermer. Plus on est fort sur son territoire et plus on rayonne finalement. Je pense que l'IAE aussi essaye d'avoir à la fois cette dimension d'implication territoriale et de rayonnement à l'international. Les deux ne sont pas incompatibles. Et effectivement, vous n'êtes pas tous de Poitiers. Pour certains, vous passerez juste à Poitiers. Mais je crois aussi que c'est un jeu à somme positive. Si le territoire est visible, si l'université et l'IAE sont visibles, vous aurez d'autant plus de chances de vous insérer mieux ailleurs. Et finalement, que vous restiez à Poitiers, c'est pas forcément si grave. Ce qui compte, c'est que vous arriviez à vous insérer de bonne manière ailleurs parce que vous aurez été bien formé ici. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut voir aussi votre passage à Poitiers comme un tremplin, comme quelque chose qui vous permet d'aller plus loin. On va vous libérer pour que vous puissiez aller en cours. Merci à tous. Merci à Monsieur Claes
de sa présence.